Y aurait-il vraiment de l'eau dans le gaz entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Je vous disais que la question était relancée alors que le président américain a eu des mots forts et durs pour son interlocuteur qu'il accuse désormais de folie. Bonjour James André. On est Bonjour. tenté de dire bonjour l'ambiance, hein. Oui, alors bonjour l'ambiance. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait quand même maintenant un long moment qu'on essaie de comprendre quelle est la position de Donald Trump sur ce conflit ukrainien. Donc très clairement, on se souvient de ce qui s'était passé au mois de février dans le bureau ovale avec Volodymyr Zelensky. On se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu l'impression du côté des Européens que cette fois-ci, Donald Trump allait effectivement sanctionner la Russie s'il ne venait pas s'asseoir à la table de négociation. Ça a fait pchit. Et donc là, eh bien, il le traite de fou. Il dit, voilà, beaucoup de gens meurent. Je trouve ça désagréable, hein, parce que c'est la traduction littérale. I don't like it. Je n'aime pas ça. Et il appelle effectivement à ce que les combats cessent. Mais une fois de plus, on est au lendemain donc d'une frappe, on pourrait dire, une série de frappes historiques, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est la nuit, depuis le début de la guerre, où il y a eu le plus de frappes aériennes sur l'Ukraine, 355 drones, 9 missiles balistiques intercontinentaux, un bilan finalement qui n'est pas le plus lourd par contre, hein, depuis le début de la guerre, puisqu'il y a eu 12 morts, plusieurs dizaines de blessés, mais c'est en réaction à cette nuit de violence que Donald Trump réagit aujourd'hui, mais de là à pouvoir lire quelles sont ses intentions, c'est pas évident. Alors, le Kremlin a quand même fait un geste, hein, ce week-end. Il s'est passé plusieurs choses, des frappes certes, mais aussi une libération, un vaste échange de prisonniers. Oui, tout à fait, près d'un millier de prisonniers qui ont été échangés. Alors, ça, c'est quand même, une fois de plus, on est dans cette stratégie du Kremlin qui consiste à gagner du temps. C'est-à-dire que le Kremlin a envoyé, on le sait, en Turquie, une délégation de négociateurs juniors. C'est lors de ces négociations en Turquie que cet échange de prisonniers a été négocié. Donc oui, il y a un échange de prisonniers qui est le plus important depuis le début de la guerre. Mais dans le même temps, eh bien, cet échange de prisonniers, eh bien, il reste finalement assez symbolique puisqu'il fonctionne dans les deux sens. Il faut voir qu'en termes de politique intérieure, pour Vladimir Poutine, ramener 1000 soldats russes de prisonniers en Ukraine, eh bien, évidemment, c'est positif. Ça est de nature à, on va dire, peut-être, en tout cas, à rassurer les familles de ceux qui se battent en Ukraine. Et donc là aussi, gagner du temps. Il a envoyé un message, il en a profité pour envoyer donc ce message à Donald Trump qu'il était prêt à faire des concessions. Et puis il y a ce fameux mémorandum, hein, si on prend la position russe actuelle, qu'on attend toujours, ce mémorandum dont on s'attend, il faut bien le reconnaître, à ce que ce soit toujours les mêmes demandes qui soient formulées et reformulées. Donc finalement, probablement pas d'avancée significative. Et puis enfin, il y a quand même une réponse aussi du Kremlin à ce qu'a dit Donald Trump. Et quelque part, on a l'impression que Dimitri Peskov se moque de Donald Trump ainsi que Vladimir Poutine lorsqu'il dit eh bien qu'il est sans doute sous le coup d'une surcharge émotionnelle qui l'aurait provoqué à dire que Vladimir Poutine était fou. Alors, surcharge émotionnelle ou pas, en tout cas, ça fait évidemment réagir, notamment sur le vieux continent. Il y a Emmanuel Macron qui vient de réagir à l'instant, ce n'était pas prévu, James, mais c'est intéressant, le président français qui dit souhaiter que la colère de Donald Trump face à Moscou se traduise en actes. Qu'est-ce qu'il faut entendre là-dedans? C'est coquet. Il fait des déclarations tonitruantes, on en a l'habitude maintenant, mais ça se transforme jamais en actes. Le président français, là, il met la pression au chef de la Maison-Blanche. Le président français met la pression. Je dirais que toute l'Europe met la pression depuis maintenant des semaines. Hein. On se rappelle effectivement de cette visite coordonnée à Kiev qui avait été organisée par les représentants européens au lendemain d'un jour où, parce qu'on a l'impression que ça dépend un peu de la météo. Certains jours, Donald Trump est plutôt pro-russe. Le lendemain, il est plutôt prêt à mettre des sanctions. Pour l'instant, c'est absolument pas clair. La question, c'est est-ce qu'il va finalement le faire? Mais c'est le match que joue Volodymyr Zelensky depuis des semaines maintenant, à savoir essayer de montrer que c'est lui qui est prêt à faire la paix, qu'il est prêt à négocier, et que c'est Vladimir Poutine qui finalement est dans la peau de celui qui veut continuer cette guerre. Le problème, c'est que Donald Trump, et ça a été rapporté par les médias américains, d'une certaine part, a l'air d'être prêt à tout lâcher. Parfois, il dit, bien écoutez, ce n'est pas mon problème, ils n'ont qu'à négocier entre eux. Et le lendemain, parle de sanctions sur la Russie, mais pour l'instant, ces sanctions, on ne les voit pas se matérialiser. Et le fait est qu'avec tous ces allers-retours, il a perdu énormément de crédibilité sur ce dossier. On ne sait plus exactement où il veut aller. Donc c'est vrai qu'il était sans doute en train de jouer cette partition d'être l'homme imprévisible. Eh bien, il a perdu à ce stade beaucoup, beaucoup de crédit. Et on le voit même d'ailleurs avec les droits de douane. Hein. On rappelle que là, il est reparti sur 50% sur l'Europe à l'horizon du 9 juillet. Bref, là aussi, il tergiverse. Il change tout le temps. Et finalement, la parole américaine a quand même perdu beaucoup de son poids. Donc, cette fois-ci, va-t-il se ranger derrière l'Ukraine?
Franchement, rien n'est moins sûr. C'est valable jusqu'à dans 1 heure, quoi, peut-être. Hein. Dans le meilleur des cas. Pendant ce temps-là, James, les Russes, évidemment, prennent du temps avant de répondre, avant de traduire les mots en actes. Ils jouent la montre, eux. Hein. Alors, ils jouent la montre et ils cherchent à diviser, évidemment, l'OTAN et l'Europe. Et le risque, c'est qu'ils y arrivent. Alors, c'est vrai qu'on vient d'avoir une nouvelle qui est quand même rassurante. Hein, c'est que si on prend les élections dans l'Est de l'Europe, on a eu la Roumanie. On a vraiment eu peur au sortir du premier tour, et bien que le nouveau président roumain puisse être d'extrême droite et plutôt pro-russe, ou en tout cas prêt à faire des compromis avec la Russie, ça n'a pas été le cas. Il y a un autre gros morceau qui arrive, c'est la Pologne. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que cela divise malgré tout déjà des alliés qui étaient très solides avant, à savoir que lorsque les Européens demandent des sanctions, que les Américains refusent de les mettre en place, et qu'on s'avance quand même, on a l'impression vers la possibilité que Donald Trump décide bien, de tout simplement laisser tomber le dossier, comme il l'a fait maintes fois pendant son premier mandat. Quand ça ne fonctionne pas, il peut parfois tout simplement laisser tomber, avec un espoir, et ça il l'a dit lorsqu'il a parlé à Vladimir Poutine, c'était il y a quelques jours, il veut faire du business avec la Russie, donc il pourrait très bien tout simplement décider de laisser tomber l'Ukraine, de faire du business avec la Russie, de laisser les Européens sanctionner seuls, et alors ce serait donner une victoire magistrale à Vladimir Poutine. Il aurait réussi à diviser l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Et on est en train d'y